Bonjour à tous, je suis Frédéric Mouyabi, expert en marketisation. Aujourd'hui, on va parler du parcours client. C'est un terme qui concerne les marketeurs ou les mercaticiens. C'est un terme qui concerne les spécialistes de la relation client. C'est un terme qui concerne euh, aussi les informaticiens aujourd'hui. Et c'est un terme donc qui concerne tout type d'entrepreneur et surtout les entrepreneurs dans le secteur du digital. Donc, premièrement, euh, c'est quoi le parcours client? Alors, le parcours client est vu comme étant l'ensemble des étapes par lesquelles un client passe avant, pendant et après l'achat d'un produit ou d'un service. Alors, c'est très important. Les trois mots ici à retenir, c'est avant, pendant et après. C'est-à-dire que le client, on doit le gérer avant, on doit le gérer pendant et on doit le gérer après. Et c'est ça qu'on entend par parcours client. C'est-à-dire qu'il y a un point d'entrée qui est avant et un point de sortie qui est après. Et dans ce circuit-là, l'expérience client, on verra cette notion plus tard, doit être la plus impeccable, la plus intéressante, voilà, la meilleure possible. Parce que n'oubliez pas qu'on est en marketing. Et donc, en marketing, on se mire avec la compétition ou avec la concurrence. Que font les concurrents? Et sur chaque point, sur chaque maillon de la chaîne, il faut être meilleur que le concurrent. Alors, si vous avez des questions pendant que vous suivrez cette vidéo sur YouTube, sur Facebook ou sur LinkedIn, vous pouvez les mettre en commentaire et on pourra soit répondre dans les commentaires, soit préparer une autre vidéo qui permettra, en fait, qui vous permettra de mieux cerner ce qui a été dit dans cette vidéo-ci. Alors, quels sont donc les indicateurs de performance lorsqu'il s'agit d'évaluer un parcours client? Alors, il s'agit généralement du nombre de clics si on est dans le domaine du digital, si on est sur un site web, si on est sur une application mobile. Voilà, on va plutôt compter le nombre de clics, combien de personnes ont cliqué. Parce que ça, c'est avant d'acheter, la première étape, c'est le clic. Ensuite, si on est dans le domaine de la vente en présentiel ou de la gestion clientèle en présentiel, on va plutôt compter le nombre de visites en agence. Alors, ça peut être une école privée qui, pendant les vacances, reçoit des prospects qui sont des parents d'élèves ou même des élèves eux-mêmes qui viennent pour s'informer des parcours, des programmes, de la qualité des salles, la qualité des enseignants qui passent dans l'école. Et donc, il est question de compter le nombre de visites qu'on a reçues et qu'on va plus tard comparer avec voilà, le nombre de ventes qui ont été réalisées dans le cadre d'une école, c'est le nombre d'inscriptions qui auraient été faites. Alors, si on est un restaurant, voilà, on va compter le nombre de personnes qui entrent pour juste connaître le menu et savoir combien ça coûte. Il m'est déjà arrivé d'aller dans un restaurant et de me rendre compte que j'étais pas au bon endroit, que c'était pas mon restaurant à moi parce que le menu coûtait tellement cher que je ne pouvais pas. Donc j'ai regardé le menu, j'ai vu le prix, je me suis dit bon ok, la prochaine fois, voilà, je viendrai avec un budget qui correspond. Et donc je sors de ce restaurant. Donc il est important pour ce restaurant-là de compter donc le nombre de visites. Le nombre de visites, voilà, et qui va pouvoir comparer avec ceux qui ont effectivement consommer les produits et services offerts donc par le restaurant. À ce moment-là, voilà, le propriétaire du restaurant ou le manager du restaurant peut donc avoir donc ces KPI qui lui permet de dire quel est le taux de conversion des leads. Voilà, taux de conversion, c'est le deuxième indicateur. C'est je compare le nombre de clics par rapport au nombre d'achats, ou si je suis sur un site web ou sur une application. Et si je suis sur une plateforme physique, je vais comparer le nombre de visites versus le nombre d'achats ou le nombre d'inscriptions ou le nombre de ventes qui auraient été réalisées. Plus le taux est élevé, mieux c'est. Plus le taux est faible, cela montre qu'il y a un problème à l'entrée en ce qui concerne le parcours client. Alors, il y a ce qu'on appelle ensuite donc le taux d'abondant.
Alors, désolé, donc j'ai eu quelques bruits. Voilà. Alors, euh, donc on est ensuite donc au taux d'abandon de processus d'achat. Alors, ce taux est très important. Il est question qu'on est, excusez-moi, on est manager d'une startup et qu'on a des solutions digitales qu'on vend. Il est très important, par exemple, si la solution qu'on vend, c'est une application mobile et que les gens doivent télécharger l'application, les gens doivent aller sur App Store ou sur Play Store et en vue de pouvoir télécharger l'application. Alors, il est question ici d'analyser le taux d'abandon. Combien de gens ont essayé de télécharger l'application et qui n'ont pas pu télécharger l'application pour X raisons. Soit il commence et s'il est connecté sur les forfaits mobiles, il se rend compte que il arrive, il n'a plus de forfait mobile, donc son forfait arrive à expiration. Conséquence, il ne peut plus continuer. Donc, peu importe la raison, le taux est important, il permet donc de faire des analyses. Il peut aussi arriver, quelqu'un a commencé de télécharger une application et ensuite, voilà, et on lui demande de mettre un numéro de téléphone pour qu'il puisse recevoir un OTP et puis finalement le numéro de téléphone n'est pas pris en compte parce qu'il n'y a pas de lien entre l'opérateur de téléphonie et donc le carrier ou le transporteur qui va driver ou plutôt qui va transporter donc ce SMS, ce SMS OTP. Euh, et conséquence, donc voilà, la dernière étape n'est pas faite et donc l'application ne peut pas être complètement téléchargée. Il peut également arriver que l'application ait été téléchargée, mais qu'ensuite euh, elle se plante et puis finalement la personne décide de, de, de désinstaller l'application. Donc là aussi c'est un taux de désinstallation. Et s'il est question de taux d'abandon, donc c'est en plein processus, combien abandonné. Imaginez que vous êtes responsable d'agence et vous êtes dans le domaine de la FTTH, donc Fiber to the Home, donc de la fibre optique, et vous recevez un client qui vient s'informer, qui vient avec la motivation de payer. Quand il vient, on lui dit oui, monsieur, vous ne pouvez pas payer parce que il faut d'abord qu'on fasse une étude, il faut d'abord qu'on envoie des techniciens chez vous, qu'ils vérifient si voilà, votre zone est prise en compte, s'il y a assez de ports pour qu'on puisse vous embarquer dans notre réseau. Or, la personne qui arrive, lui, c'est un néophyte, il ne s'y connaît pas dans tout ce qui est procédure ou dans tout ce qui est euh, technique ou plutôt dans tout ce qui est méthode pour pouvoir emborder un client dans une opération de fibre optique. Alors, lui, il avait prévu ses 20 000, ses 30 000, ses 45 000 ou ses 15 000 francs en fonction du montant de l'offre qu'il voulait prendre. Et donc, le fait qu'il soit d'abord sujet à une étude fait que, bon, il peut arriver que finalement, ce budget qu'il avait consacré à payer sa formule, il va avoir un problème familial, une maladie, une situation urgente qui fait qu'il utilise cet argent. Et finalement, l'étude est réalisée, mais la personne n'a plus le budget qui lui aurait permis plutôt de pouvoir prendre la ligne. Conséquence, il remet cela plus tard et en remettant cela plus tard, il finit par oublier ou la prochaine fois quand il se souvient, il va chez le concurrent. Donc, tout ça, c'est des éléments vraiment à prendre en compte en vue d'optimiser, c'est ça le mot, optimiser le parcours client, optimiser donc le chiffre d'affaires aussi qui est une conséquence d'un parcours client idéal. Alors, Customer Lifetime Value. Alors, quand on gère des clients et que si on a un parcours client qui est intéressant, la conséquence, c'est que les clients vont rester longtemps sur le réseau, vont rester longtemps clients de l'entreprise, clients de l'école, clients du restaurant, clients de la société de transport, clients de la société d'eau minérale, etc., etc. Et plus un client reste longtemps, plus il génère l'argent à l'entreprise. Et donc, on essaye de calculer ce qu'on appelle lifetime value, donc la valeur générée par le client durant son cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va estimer qu'un client qui entre dans notre parcours client aujourd'hui, il va pouvoir durer son cycle de vie
va être peut-être de 4 ans ou de 3 ans. Et sous 3 ans, il va peut-être générer en moyenne, disons, 500 000 francs CFA. Donc, à chaque fois qu'on embauche un client, c'est potentiellement 500 000 francs CFA sur les 3 prochaines années. Et donc, si vous voulez faire plusieurs fois 500 000 francs CFA, il faut donc emborder un peu plus. Donc, quand je dis emborder, c'est un anglicisme qui veut tout simplement dire, voilà, acquérir ou faire entrer donc des clients dans le portefeuille ou dans la base de données et les garder jusqu'à ce que ils atteignent la maturité et qu'ils continuent donc à générer du revenu. L'autre indicateur qui est important, c'est Average Revenue Per User. C'est donc le revenu moyen par abonné, ce qu'on appelle l'ARPU. C'est un indicateur très important dans la téléphonie mobile, dans la téléphonie fixe, donc la fibre, dans, également dans la banque, très important, dans les assurances, un peu moins, mais dans la banque, c'est très important. Et il y a d'autres secteurs où, bien sûr, cet indicateur, par exemple, chez Casino, donc dans les supermarchés, Super U, Auchan, tout ça. Voilà, c'est un indicateur qui permet de savoir quel est le revenu moyen mensuel qu'un abonné ou qu'un client, voilà, génère à l'entreprise. Donc, il est très important. Donc, pour calculer l'appui, il faut déjà connaître les clients. Bon, dans le domaine informatique, tout ce qui est télécom, c'est simple parce que les clients sont connus à la minute près. Mais il arrive souvent que dans d'autres industries, même des entreprises très développées comme Super U, comme Auchan, comme d'autres structures qui n'ont pas vraiment une maîtrise de leurs clients. Donc, ils ont une maîtrise de leur activité, ils ont une maîtrise de leur chiffre d'affaires, mais ils n'ont pas une maîtrise de leurs clients dans le sens où je peux aller chez Casino ou chez Auchan ou chez Super U. Je fais mes achats, je paye, je sors incognito. On ne connaît pas mon nom, on n'a pas mon numéro de téléphone. Donc, on ne peut même pas se souvenir que ça fait 6 mois que je suis jamais revenu. On ne peut pas me relancer. Et comme on ne peut pas me relancer, voilà, on ne peut pas donc me forcer, entre guillemets, à générer encore du revenu euh, pour, euh, pour l'entreprise. Donc, j'invite ici les cadres marketing, les responsables commerciaux et tout ce qui est assimilé, voilà, qui travaillent dans ce genre de structure, de se dire, tiens, il est important de faire du KYC. KYC, c'est Know Your Customer, très important. Je vais vous raconter une anecdote. En 2015, j'habite donc au Congo-Brazzaville, donc j'habite à Brazzaville. Et en 2015, j'étais un client fidèle de la société Chardon Farel. Chardon Farel, c'était le numéro un des transferts d'argent national ici au Congo. Ils sont restés leaders, disons, des années 2000, début des années 2000 jusqu'à pratiquement 2016-2017. Et ils avaient terrassé leurs concurrents sur le marché primaire, qui étaient donc des structures comme Mawene et autres, voilà, qui ont été complètement terrassés par l'organisation de Shadow Farrell qui était partout. C'était le Everywhere You Go en version transfert d'argent national. Ils étaient partout au Congo, même à des endroits très lointains, ils étaient là. Ce que les autres n'ont pas pu faire. Et donc, ils se sont retrouvés avec un réseau de distribution très dense. Et par la qualité de leur réseau de distribution, les concurrents n'ont pas pu suivre. Et en dehors de cela, leur force, c'était aussi leur côté managérial, c'est-à-dire que leur orthodoxie financière. Il y a eu très peu de scandales, peut-être jamais de scandales tout au moins jamais entendu, de vol ou des choses comme ça, ou voilà, de mégestion. Et ça a fait leur force pendant longtemps, mais ils avaient une faiblesse. Leur faiblesse, c'était le KYC. Et je me souviens en 2015, c'était en début d'année, je suis allé faire une transaction, il fallait que je fasse un transfert. Et quand j'arrive, ça devait être au mois de janvier. Donc, ils avaient prévu de donner des calendriers aux clients fidèles. Mais sauf que comme ils prenaient les noms sur des petits bouts de papier et qui étaient entassés dans des armoires ou je sais pas où,
difficile en début d'année d'aller dépoussiérer tous ces papiers, de compter ensuite qui a fait comme une transaction, etc. Et donc, ce qu'il faisait, c'est que quand tu arrivais, bon, la dame qui était là à la caisse, elle regardait et te regarde un peu, dit, tiens, le monsieur, il a l'habitude de venir, on dirait que je le connais. Et sur cette base, donc, voilà, il t'offrait ou pas le calendrier. Donc, moi, venant donc du monde des télécoms, j'étais très surpris de voir que, bon, il y avait des entreprises qui étaient encore à ce niveau de ce niveau artisanal de gestion clientèle. Et conséquence, quand le mobile money s'est développé, quand tout simplement MTN a compris que ça servait à rien de pousser le mobile money comme étant un produit pour acheter chez Super U ou chez Casino, mais que c'était plutôt, il fallait plutôt mettre en avant le côté transfert d'argent. Et là, Chardon Farrell n'a pas tenu. Et là, Chardon Farrell ne pouvait pas tenir puisque MTN connaissait ses clients, MTN pouvait communiquer avec les clients, MTN pouvait relancer les clients, MTN avait un réseau de distribution encore beaucoup plus important. Et donc, voilà. Voilà. Donc, ça, c'était une parenthèse. Alors, ensuite, donc, le taux de rétention. Donc, taux de rétention, quand j'ai un parcours client, c'est très important. C'est de savoir combien de clients j'ai pu onboarder, combien de clients sont partis périodiquement. Donc, dans les télécoms, tout ceci s'analyse hebdomadairement. Donc, chaque semaine, on fait un point. Combien de clients on a recrutés, combien de clients sont globalement actifs à date, combien de clients sont partis et quel est notre taux de rétention et le taux de la conséquence du taux de rétention, ou plutôt le cousin du taux de rétention, c'est le taux de churn. Le taux de churn, c'est le taux de ceux qui sont partis. Supposons que j'avais 500 000 clients et que 2000 sont partis, donc taux de churn, 2000 sur 500 000, voilà. Et mon taux de rétention, ça va être plutôt 500 000 moins 2000, donc ça fait 498 000 sur 500 000, et là j'ai mon taux de rétention. Donc en gros, taux de rétention plus taux de churn quand c'est sur la même période, ça va donner 100%. C'est-à-dire que mon taux de rétention plus mon taux de churn, si on parle de la même, de la même catégorie de clients, et si on est sur la même période, voilà, ça devrait donner exactement les 100%. C'est-à-dire que j'avais 10 clients, 2 sont partis, il me reste 8. Donc mon taux de rétention, c'est 8 sur 10. Et mon taux de churn, c'est les deux qui sont partis sur 10. Et de l'autre côté, j'ai 20%, de l'autre côté, j'ai 80%, et 80 plus 20, ça me donne les 100. Alors, ensuite, on a le taux de réabonnement. Alors, le taux de réabonnement, c'est surtout pour les services à répétition. Les services comme pour la société d'électricité ou la société la société de distribution d'eau ou la société justement de fibre optique qui ont des services qui se renouvellent donc mensuellement, et non pas occasionnellement, mais mensuellement. Et donc là, il est important de savoir, sur les 100% des clients que j'avais le mois dernier, combien sont venus se réabonner. Ceux qui ne sont pas réabonnés ne sont pas forcément perdus. C'est juste qu'ils ont peut-être décalé leur réabonnement. Et voilà, donc c'est un taux important à suivre parce qu'il peut montrer voilà, les faiblesses ou des opportunités. Enfin, on a le coût d'acquisition client. C'est-à-dire que dans ce parcours, les clients qui entrent ont un coût parce que pour qu'un client soit onboardé, c'est qu'il y a eu de la communication, il y a eu peut-être des sales, donc des commerciaux qui sont allés sur le terrain pour aller, voilà, le converser, comme on dit en anglais, ou le démarcher. Et tout ça, ça a un coût parce qu'il faut payer le commercial, il faut payer la communication. Et puis finalement, le client arrive en agence, il y a des gens pour le recevoir, tout ça a un coût. Et puis, finalement, le client, il va acheter, si c'est, on est dans la téléphonie fixe, il va acheter un modem, et le modem a un coût. Parfois, on va vendre ce modem à un prix, voilà, inférieur à la valeur réelle du modem. Donc, voilà, on joue sur justement le customer lifetime value. On espère que pendant sa durée de vie sur le réseau, voilà, cet abonné va pouvoir générer plus que le modem qu'on lui a donné pro bono. Donc, donc, il est important à ce moment-là de quantifier tous les coûts qui ont permis d'acquérir le client. Et si le CAC est
largement supérieur au lifetime value, il y a un vrai souci. Ça veut dire que l'entreprise est appelée à faire banqueroute. Donc là aussi, il y a des ratios selon les secteurs, CAC versus Customer Lifetime Value. Voilà, pour dire est-ce que ça doit être 5%, est-ce que ça doit être 10%, est-ce que ça doit être 20%. Voilà, le tout, ce qui est important en marketing, c'est les tendances. Comme je dis souvent, le marketing, c'est la science des tendances. Quelle est la tendance? Est-ce que ce coût est maintenu, même si c'est 20%? OK, si on reste à 20%, on sait que, OK, on optimise, on a les 80 autres pourcents qui nous permettent de générer de la marge. Si on a 10 et que ça commence à déborder, voilà, ça commence à poser des problèmes. Mais tant que, bon, on a maintenu, que tout se passe bien ou que ça baisse, c'est plutôt bon. Voilà. Alors, comment optimiser donc le parcours client? Quand on se rend compte qu'il y a des goulots d'étranglement, qu'on a un taux d'abandon qui est très élevé, un churn important, etc. La première des choses, c'est cartographier le parcours client. C'est-à-dire cartographier, là, c'est agir comme un général, prendre un stylo ou un crayon, prendre une feuille blanche et cartographier, dessiner le parcours client et voir où se trouvent les problèmes. Donc, deuxième étape, c'est identifier les frictions, c'est-à-dire quelles sont les zones qui sont plutôt source de blocage et donc source de coûts. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui ne sont pas générateurs de valeur, mais qui sont plutôt générateurs de coûts. Donc, à chaque fois qu'on perd un client, c'est le coût pour l'entreprise, parce que ce client-là, on a communiqué pour qu'il vienne, et au moment où il entame donc son parcours, il abandonne. Étape 3, on va ensuite travailler sur la manière de personnaliser l'expérience. C'est-à-dire que faire de telle sorte que le client qui entre se sente traité de façon individualisée. Voilà, qu'il sente qu'il bénéficie des services comme s'il était tout seul. Et ça fait que, et pour pouvoir faire ceci, voilà, il est très très important de s'assurer que le, le client, quand il vient en agence, voilà, qu'il soit traité rapidement, qu'il soit traité rapidement. Donc là aussi, il faut avoir des indicateurs sur le temps qu'il doit passer à attendre. Est-ce que c'est 1 minute, est-ce que c'est 2 minutes, est-ce que c'est 5 minutes? Quand on a dit 5 minutes, il faut que ce soit 5 minutes. Quand un client va arriver, il y aura peut-être une personne qui est là pour lui dire, OK, monsieur, veuillez patienter 5 minutes, voilà, on va pouvoir régler votre problème. Le client, il s'assoit, il regarde sa montre, au bout de 5 minutes, on lui fait appel, OK, il est satisfait. Mais si au bout de 5 minutes, il doit encore se plaindre pour qu'il soit reçu, à ce moment-là, l'expérience n'est pas bonne. Et si l'expérience n'est pas bonne, voilà, on se retrouve dans une situation véritablement difficile. Étape 4, ce qu'il faut faire, c'est fluidifier le process. C'est-à-dire que le process, c'est un peu ce que j'ai dit à l'étape 3, doit être beaucoup plus fluide, faire de telle sorte que voilà, les goulots d'étranglement qui ont été identifiés à l'étape 2 soient corrigés. Soient corrigés. Si le problème est un problème de OTP, si on revient sur l'application mobile et que certains numéros n'étaient pas pris en compte, il faut travailler à ce que ce numéro soit pris en compte. Si le problème est un problème de bug, parce qu'on a téléchargé l'application et ensuite ça ne marche pas, ça occasionne des taux de désinstallation importants, il faut tout simplement corriger le bug. Donc, en gros, ici, le marketeur ou le mercaticien, il va agir comme un médecin. C'est-à-dire qu'il a fait du diagnostic et en fonction du diagnostic, il va apporter des réponses qui correspondent à la maladie qui a été trouvée. Étape 5, c'est le contrôle. Donc, on mesure et on fait des améliorations continues. On essaie de se dire, tiens, avec les modifications qu'on a apportées au parcours client, quels sont les indicateurs? Est-ce qu'on est resté sur les mêmes tendances qu'avant? Est-ce que les indicateurs sont améliorés? Si les indicateurs sont améliorés, c'est intéressant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie toujours d'optimiser parce que le travail marketing ne s'arrête pas. On est dans ce qu'on appelle par amélioration continue. Et donc, il faut continuer à améliorer le parcours afin de faire de telle sorte qu'il soit le plus court et le plus simple possible. Alors, à quel moment designer un parcours client? Ça, c'est une question importante. À quel moment on fait le design, donc on dessine ou on cartographie
où on planifie un parcours client. Alors, c'est au lancement du produit, parce que chaque produit a son parcours client. Donc, il est très important au lancement de dire ce que le client doit faire pour pouvoir entrer en contact avec le client, pouvoir acquérir le produit ou le service. Deuxièmement, au moment où les ventes sont en baisse, si les ventes sont en baisse, cela va nécessiter une refonte du parcours client si le diagnostic a montré que le problème venait du parcours client. Au moment de réagir à une fonctionnalité mise en place par un concurrent. Alors, il peut arriver que le concurrent a introduit quelque chose dans son parcours client qui améliore l'expérience et à ce moment-là, ce que l'entreprise doit faire, c'est de suivre. Alors, si le concurrent peut le faire, l'entreprise aussi peut initier, c'est-à-dire qu'on n'attend toujours pas que le concurrent agisse pour que l'entreprise pour laquelle vous travaillez puisse également agir. Donc, il y a le moment où il faut prendre le lead et donc innover. Donc, au moment de l'innovation aussi, voilà, le parcours client peut changer. Mais attention, si vous êtes en train de faire un chiffre d'affaires important, si vous avez une forte croissance à 2 chiffres, je vous invite à garder vos innovations dans les boîtes et attendre que le concurrent fasse quelque chose avant de bousculer. Là, je parle surtout aux acteurs des entreprises télécom, informatique, banque, tout ça. Éviter de casser une traction, une période de croissance avec des innovations qui viendraient remettre tous les services en cause. Moi, j'ai vu des choses qui ont tellement raté qui sont venus ensuite empiéter sur les résultats exceptionnels que les entreprises faisaient bien avant. Donc, quand vous avez une forte croissance, évitez de toucher. C'est comme un avion voilà, qui est en train de planer sans problème. Alors, il faut éviter de venir bousculer les choses qui peuvent faire de telle sorte qu'on peut rentrer dans une zone de turbulence. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, comme je le dis souvent, on a terminé avec cette leçon. Maintenant, ce que vous devez faire, si vous êtes banquier, si vous êtes spécialiste des télécoms, si vous êtes assureur, si vous êtes responsable d'une école privée, si vous êtes responsable d'une clinique médicale, si vous êtes et même administrateur d'une entreprise d'État, ou si vous êtes agent de la mairie, voilà, vous recevez des clients qui viennent acheter des services publics, voilà, passez à l'action, et cela devrait permettre d'améliorer l'expérience de vos clients et donc les résultats de vos entreprises. Alors, en cas d'échec, parce que l'échec, c'est quelque chose qui arrive souvent, en cas d'échec, n'abandonnez pas. Rebobinez le film et reparcourez donc cette vidéo et vous verrez que les choses marcheront. Alors, je suis Friedrich Mouyabi, je suis expert en marketisation. Je vous invite donc à aller sur LinkedIn et à liker la page J'ai dit Marketisons, comme c'est écrit là. Allez également sur YouTube pour liker la chaîne J'ai dit Marketisons ou sur Facebook pour liker la page Marketisons. Voilà, vous pouvez également m'envoyer une invitation ou me suivre sur LinkedIn avec mon compte personnel Friedrich Mouyabi Mukuyu. Maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine.